Comment t'appelles-tu? Django. Alors tu es exactement l'homme que je veux. Hé, il est pas à vendre. Oh, fort bien. Pitié, non! Si j'étais à ta place, j'irais prendre ce chaud manteau. Django Unchained, analyse et explication complète. Nous plongeons dans le contexte brûlant du Texas et du Mississippi de 1858, soit 2 petites années avant que la guerre de sécession ne déchire officiellement les États-Unis. Tarantino, avec son audace coutumière, choisit de camper son récit au cœur même de l'institution la plus honnie et violente de l'histoire américaine, l'esclavage. Il le fait non pas sous les atours d'un drame historique académique, mais en empruntant les codes et l'esthétique du western spaghetti, qu'il baptise lui-même Southern. Cette approche par le genre lui permet d'aborder le sujet avec une liberté stylistique totale, mêlant à sa sauce le grotesque, l'humour noir le plus provoquant et une violence extrêmement stylisée pour servir une narration fondamentalement axée sur la vengeance et la catharsis. Le parcours du personnage éponyme, interprété avec une retenue pleine de puissance par Jamie Foxx, constitue l'épine dorsale du film. Nous suivons sa métamorphose radicale, depuis son introduction en tant qu'esclave enchaîné, marchant pieds nus dans la boue, jusqu'à son apothéose en héros flamboyant et libre, vêtu d'un bleu électrique qui claque comme un étendard. Cette évolution n'est pas seulement physique ou sociale, elle est profondément identitaire. Le nom qu'il s'accorde, Freeman, n'est pas un cadeau de Schultz, mais un choix actif et symbolique, l'acte de naissance de son nouveau moi, littéralement l'homme libre. Le Dr King Schultz, incarné par l'irrésistible Christoph Waltz, est bien plus qu'un simple libérateur ou un Deus ex machina. Ce chasseur de primes allemand, dentiste de son premier métier, incarne une forme d'alliance interraciale aussi pragmatique que progressiste pour son époque. Il reconnaît immédiatement en Django non pas une propriété, mais un partenaire potentiel, une intelligence et une résilience à valoriser. Leur relation évolue de manière subtile, passant du maître et de l'élève à un partenariat fondé sur le respect mutuel et une complicité tacite. Schultz lui enseigne les codes du monde des Blancs, l'art du pistage et du spectacle nécessaire à leur arnaque. Son éthique personnelle, bien que teintée de cynisme, possède des lignes rouges infranchissables,
comme le montre son refus catégorique et chargé de sens de serrer la main de Calvin Candie, un geste qui scellera en partie son destin. En face, le duo toxique formé par Calvin Candie et Stephen représente les mécanismes les plus pervers et enracinés du système esclavagiste. Calvin Candie, joué avec une jovialité terrifiante par Leonardo DiCaprio, n'est pas le planteur classique. Il est le propriétaire de Candyland, un empire bâti sur la culture du coton mais qui tire sa véritable fierté et ses profits les plus sordides des combats d'esclaves, mandingos. Il incarne un racisme pseudo-scientifique, se piquant de phrénologie pour justifier la supériorité de sa race, tout en exhibant une cruauté décomplexée et infantile. Stephen, interprété de manière magistrale et glaçante par Samuel L. Jackson, est probablement le personnage le plus complexe et dérangeant du film. Esclave de maison, majordome et confident de Candie, il a pleinement intériorisé l'idéologie de son maître. Sa loyauté n'est pas une simple soumission, c'est un investissement total dans la préservation du système qui lui accorde un statut privilégié, un pouvoir délégué sur les autres esclaves. Il est l'œil et l'oreille de Candie, le gardien zélé de l'ordre racial. Sa trahison finale n'en est pas une à ses yeux, mais la défense de son monde contre l'intrusion d'un nègre qui ose se comporter en homme libre. Il représente la corruption absolue par le pouvoir et la complicité intraraciale la plus amère. La violence dans Django Unchained est un langage en soi, excessif, chorégraphié et souvent à la limite du cartoon. Elle remplit plusieurs fonctions narratives et symboliques essentielles. Premièrement, elle opère comme un révisionnisme historique cathartique dans la droite lignée d'Inglourious Basterds. Tarantino réécrit l'histoire pour offrir aux victimes une vengeance fantasmée et cinématographique. Les fusillades ultraviolentes où Django excelle sont une réponse directe à la violence réaliste, froide et institutionnelle infligée aux esclaves, que le film ne nous épargne pas. Les coups de fouet qui lacèrent la chair, l'horreur des combats de Mandingo, la sauvagerie des chiens d'attaque. Tarantino lui-même a répondu aux critiques en disant « Si vous pensez que mon film est violent, essayez donc l'esclavage ». La violence spectaculaire du héros fait miroir à la violence brutale du système, empêchant le spectateur de se réfugier dans le confort d'un simple divertissement. Esthétiquement, cette violence est aussi un hommage appuyé au western spaghetti, notamment au film de Sergio Corbucci, le réalisateur du Django original de 1966. Les gerbes de sang stylisés, les impacts sonores exagérés et les duels théâtralisés s'inscrivent dans cette tradition cinéphile, ancrant le film dans un héritage générique précis tout en le détournant à des fins politiques. La bande-son, chef-d'œuvre d'éclectisme, est un élément cardinal de l'identité tarantinesque du film. Tarantino opère des choix audacieux et anachroniques, mêlant sans complexe l'iconique composition Django de Louise Bacalov et des morceaux inédits d'Ennio Morricone. La référence ultime au genre, avec du hip-hop moderne, comme le titre emblématique Unchained de James Brown et Tupac, ou la musique soul profonde d'Anthony Hamilton et de John Legend. Ce collage musical brise volontairement le réalisme historique pour créer une émotion pure, renforcer l'intensité d'une scène d'action ou, comme lors de la première nuit de liberté de Django, magnifier un moment de grâce et de dignité retrouvée. L'anachronisme est une liberté créative revendiquée, qu'il s'agisse de la musique, de l'invention de la dynamite ou de l'amplification mythologique des combats de Mandingo. Comme l'a noté l'historien Henry Louis Gates Jr. Le film relève de ce qui aurait pu se passer, utilisant la fiction et le genre pour explorer la vérité symbolique et émotionnelle de l'histoire. Le film fut un immense succès, devenant le plus gros succès commercial de Tarantino à l'époque et remportant 2 Oscars, meilleur scénario original et meilleur second rôle pour Christoph Waltz. Mais cette reconnaissance s'est accompagnée de vives polémiques. L'utilisation prolifique et crue du mot « nègre », plus de 100 fois, et la violence graphique ont été largement débattues. Certains y ont vu une exploitation gratuite et choquante, tandis que d'autres, y compris des acteurs du film, ont défendu la nécessité de ne pas édulcorer la réalité linguistique et brutale de l'époque. Une polémique plus profonde a porté sur la légitimité de Tarantino, cinéaste blanc, à raconter une histoire de vengeance noire. Des voix comme celle de l'écrivain Ishmael Reed ont critiqué une appropriation narrative. D'autres ont rétorqué, à l'instar de la critique Daniela Gibbs-Léger, qu'un réalisateur noir n'aurait probablement pas obtenu les mêmes moyens d'un grand studio pour un projet aussi radical. Malgré ces débats, Django Unchained est salué par de nombreux intellectuels comme une œuvre postmoderne majeure sur l'esclavage, utilisant les armes du spectacle populaire pour forcer un regard neuf sur un chapitre traumatique. En définitive, Django Unchained demeure un film fondamental et divisif. Il est un tour de force cinématographique, un spectacle virtuose mêlant humour, tension et action pure. Mais il est aussi, et peut-être surtout, une proposition artistique profondément provocante qui utilise le prisme déformant et puissant du cinéma de genre pour revisiter l'histoire,
offrir une catharsis violente et imposer une conversation nécessaire sur les représentations et les récits que nous construisons autour de la mémoire de l'esclavage. Son héritage est précisément là, dans la conversation tumultueuse et passionnée qu'il a déclenchée, tant dans le public que parmi les cinéphiles et les historiens. Le parcours du personnage éponyme, interprété avec une retenue pleine de puissance par Jamie Foxx, constitue l'épine dorsale du film. Nous suivons sa métamorphose radicale, depuis son introduction en tant qu'esclave enchaîné, marchant pieds nus dans la boue, jusqu'à son apothéose en héros flamboyant et libre, vêtu d'un bleu électrique qui claque comme un étendard. Cette évolution n'est pas seulement physique ou sociale, elle est profondément identitaire. Le nom qu'il s'accorde, Freeman, n'est pas un cadeau de Schultz, mais un choix actif et symbolique, l'acte de naissance de son nouveau moi, littéralement l'homme libre. Le Dr King Schultz, incarné par l'irrésistible Christoph Waltz, est bien plus qu'un simple libérateur ou un deus ex machina. Ce chasseur de primes allemand, dentiste de son premier métier, incarne une forme d'alliance interraciale aussi pragmatique que progressiste pour son époque. Il reconnaît immédiatement en Django non pas une propriété, mais un partenaire potentiel, une intelligence et une résilience à valoriser. Leur relation évolue de manière subtile, passant du maître et de l'élève à un partenariat fondé sur le respect mutuel et une complicité tacite. Schultz lui enseigne les codes du monde des Blancs, l'art du pistage et du spectacle nécessaire à leur arnaque. Son éthique personnelle, bien que teintée de cynisme, possède des lignes rouges infranchissables, comme le montre son refus catégorique et chargé de sens de serrer la main de Calvin Candie, un geste qui scellera en partie son destin. En face, le duo toxique formé par Calvin Candie et Stephen représente les mécanismes les plus pervers et enracinés du système esclavagiste. Calvin Candie, joué avec une jovialité terrifiante par Leonardo DiCaprio, n'est pas le planteur classique. Il est le propriétaire de Candyland, un empire bâti sur la culture du coton mais qui tire sa véritable fierté et ses profits les plus sordides des combats d'esclaves, Mandingo. Il incarne un racisme pseudo-scientifique, se piquant de phrénologie pour justifier la supériorité de sa race, tout en exhibant une cruauté décomplexée et infantile. Stephen, interprété de manière magistrale et glaçante par Samuel L. Jackson, est probablement le personnage le plus complexe et dérangeant du film. Esclave de maison, majordome et confident de Candy, il a pleinement intériorisé l'idéologie de son maître. Sa loyauté n'est pas une simple soumission, c'est un investissement total dans la préservation du système qui lui accorde un statut privilégié, un pouvoir délégué sur les autres esclaves. Il est l'œil et l'oreille de Candy, le gardien zélé de l'ordre racial. Sa trahison finale n'en est pas une à ses yeux, mais la défense de son monde contre l'intrusion d'un nègre qui ose se comporter en homme libre. Il représente la corruption absolue par le pouvoir et la complicité intraraciale la plus amère. La violence dans Django Unchained est un langage en soi, excessif, chorégraphiée et souvent à la limite du cartoon. Elle remplit plusieurs fonctions narratives et symboliques essentielles. Premièrement, elle opère comme un révisionnisme historique cathartique, dans la droite lignée d'Inglourious Basterds. Tarantino réécrit l'histoire pour offrir aux victimes une vengeance fantasmée et cinématographique. Les fusillades ultraviolentes où Django excelle sont une réponse directe à la violence réaliste, froide et institutionnelle infligée aux esclaves, que le film ne nous épargne pas. Les coups de fouet qui lacèrent la chair, l'horreur des combats de Mandingo, la sauvagerie des chiens d'attaque. Tarantino lui-même a répondu aux critiques en disant « Si vous pensez que mon film est violent, essayez donc l'esclavage ». La violence spectaculaire du héros fait miroir à la violence brutale du système, empêchant le spectateur de se réfugier dans le confort d'un simple divertissement. Esthétiquement, cette violence est aussi un hommage appuyé au western spaghetti, notamment au film de Sergio Corbucci, le réalisateur du Django original de 1966. Les gerbes de sang stylisés, les impacts sonores exagérés et les duels théâtralisés s'inscrivent dans cette tradition cinéphile, ancrant le film dans un héritage générique précis tout en le détournant à des fins politiques. La bande-son, chef-d'œuvre d'éclectisme, est un élément cardinal de l'identité tarantinesque du film. Tarantino opère des choix audacieux et anachroniques, mêlant sans complexe l'iconique composition Django de Louise Bacalov et des morceaux inédits d'Ennio Morricone, la référence ultime au genre, avec du hip-hop moderne, comme le titre emblématique Unchained de James Brown et Tupac, ou la musique soul profonde d'Anthony Hamilton et de John Legend. Ce collage musical brise volontairement le réalisme historique pour créer une émotion pure, renforcer l'intensité d'une scène d'action, comme lors de la première nuit de liberté de Django, magnifier un moment de grâce et de dignité retrouvée. L'anachronisme est une liberté créative revendiquée, qu'il s'agisse de la musique, de l'invention de la dynamite ou de l'amplification mythologique des combats de Mandingo. Comme l'a noté l'historien Henry Louis Gates Jr. Le film relève de ce qui aurait pu se passer
utilisant la fiction et le genre pour explorer la vérité symbolique et émotionnelle de l'histoire. Le film fut un immense succès, devenant le plus gros succès commercial de Tarantino à l'époque et remportant 2 Oscars, meilleur scénario original et meilleur second rôle pour Christoph Waltz. Mais cette reconnaissance s'est accompagnée de vives polémiques. L'utilisation prolifique et crue du mot « nègre », plus de 100 fois, et la violence graphique ont été largement débattues. Certains y ont vu une exploitation gratuite et choquante, tandis que d'autres, y compris des acteurs du film, ont défendu la nécessité de ne pas édulcorer la réalité linguistique et brutale de l'époque. Une polémique plus profonde a porté sur la légitimité de Tarantino, cinéaste blanc, à raconter une histoire de vengeance noire. Des voix comme celle de l'écrivain Ishmael Reed ont critiqué une appropriation narrative. D'autres ont rétorqué, à l'instar de la critique Daniela Gibbs-Léger, qu'un réalisateur noir n'aurait probablement pas obtenu les mêmes moyens d'un grand studio pour un projet aussi radical. Malgré ces débats, Django Unchained est salué par de nombreux intellectuels comme une œuvre postmoderne majeure sur l'esclavage, utilisant les armes du spectacle populaire pour forcer un regard neuf sur un chapitre traumatique. En définitive, Django Unchained demeure un film fondamental et divisif. Il est un tour de force cinématographique, un spectacle virtuose mêlant humour, tension et action pure. Mais il est aussi, et peut-être surtout, une proposition artistique profondément provocante qui utilise le prisme déformant et puissant du cinéma de genre pour revisiter l'histoire, offrir une catharsis violente et imposer une conversation nécessaire sur les représentations et les récits que nous construisons autour de la mémoire de l'esclavage. Son héritage est précisément là, dans la conversation tumultueuse et passionnée qu'il a déclenchée, tant dans le public que parmi les cinéphiles et les historiens. La démarche de Tarantino consiste à traiter l'histoire avec les outils du mythe et de la fable, permettant une réappropriation symbolique du passé par le biais de la puissance émotionnelle du cinéma. Cette méthode lui offre une latitude considérable pour explorer des dynamiques de pouvoir et des archétypes psychologiques souvent tus par les récits conventionnels. La relation entre Schultz et Django transcende ainsi le simple schéma de sauvetage pour interroger les notions de contrat, de confiance et de réinvention de soi au sein d'un monde hostile. Chaque leçon dispensée par le dentiste allemand arme un peu plus son protégé non seulement physiquement, mais aussi mentalement, pour la bataille à venir contre l'inhumanité institutionnalisée. Le personnage de Brumilda von Schaft, interprété par Kerry Washington, est bien plus qu'un simple objectif ou un trophée à sauver. Son histoire personnelle, marquée par des châtiments atroces pour avoir tenté de fuir, incarne la résistance silencieuse et la souffrance spécifique des femmes esclaves. Le fait qu'elle et Django partagent une langue maternelle, l'allemand, ajoute une couche intime profonde à leur lien, créant un espace de complicité et d'humanité pure qui échappe totalement à leur bourreau. Ce détail linguistique fait de leur amour un sanctuaire impénétrable au sein de l'univers déshumanisant de Candyland, un défi direct à la logique de propriété de Calvin Candie. L'arrivée des protagonistes à Candyland constitue l'acte central du film, une plongée méthodique étendue dans le ventre de la bête. La séquence est un chef-d'œuvre de suspense et de mise en scène, où chaque dialogue, chaque sourire, chaque regard est chargé d'une menace sous-jacente. L'arnaque élaborée par Schultz, prétendant vouloir acheter un combattant mandingo pour le prix exorbitant de $12 000, fonctionne comme un miroir pervers des transactions commerciales de l'époque. Elle révèle la cupidité de Candy, son désir d'être reconnu comme un connaisseur, et son aveuglement face à la supercherie précisément parce qu'elle flatte son ego et conforte ses préjugés sur la valeur monétaire des corps noirs. La scène du dîner est un point de non-retour dramatique, un concentré de tension raciale et psychologique. La performance de Leonardo DiCaprio y est explosive, notamment lorsqu'il se coupe volontairement la main et continue son monologue, un moment d'improvisation resté dans le film. Ce geste hystérique symbolise la propension de l'aristocratie sudiste à s'automutiler pour préserver son honneur et son monde fondé sur des principes pourris. Le discours de Candy sur le crâne de son ancien esclave, Holben, et sa théorie phrénologique absurde, est une démonstration directe de la pseudoscience utilisée pour légitimer la barbarie, exposant la folie rationnelle du système. La mort du docteur King Schultz n'est pas seulement un coup de théâtre tragique, c'est un pivot narratif et idéologique majeur. Son acte, tuer Calvin Candie en dépit de l'accord conclu, est un échec du pragmatisme face à la nausée morale. Schultz, l'Européen des Lumières, ne peut finalement pas transiger avec un mal aussi absolu. Son sacrifice, bien que semblant ruiner leur plan, libère Django de la tutelle de son mentor. Il marque le moment où le héros doit pleinement endosser son propre destin, utilisant les compétences acquises non plus sous la direction d'un blanc, mais de sa propre initiative, pour sa propre cause. C'est le passage définitif de l'élève à l'autonomie totale. La réaction de Stephen à la mort de Candy est l'un des moments les plus frappants du film. Son hurlement de douleur et de rage est authentique et viscéral,
révélant la profondeur de son identification au maître. Il ne pleure pas un propriétaire, mais un père symbolique, un pilier de son univers. Dès cet instant, Stephen passe du statut de serviteur à celui de véritable antagoniste, le cerveau qui orchestre la capture et la torture de Django. Son intelligence et sa connaissance du système se retournent alors avec une efficacité redoutable contre le héros, démontrant que les chaînes les plus solides sont souvent celles de l'esprit. La séquence de la punition de Django, envoyé aux mines de charbon, est une descente aux enfers délibérée. Elle semble annihiler tous ses progrès, le réduisant à une condition pire que sa situation initiale. Cette épreuve est cependant nécessaire pour que sa vengeance finale atteigne sa pleine signification. Elle éprouve sa détermination, ravive sa colère, et fait de son retour triomphal à Candyland une résurrection. La scène où il brise son marteau de forçat sur ses chaînes est un geste de libération d'une puissance symbolique brute, l'acte de briser lui-même ses propres entraves. L'assaut final de Django sur Candyland est l'apothéose du révisionnisme cathartique de Tarantino. Armé de dynamite et de ses 2 pistolets, il devient une force de la nature, une tornade de vengeance. Chaque coup de feu est soigneusement chorégraphié pour maximiser l'impact visuel et émotionnel, transformant la demeure du maître en un champ de ruines sanglant. Cette destruction totale est allégorique. Il ne s'agit pas seulement de tuer des hommes, mais d'anéantir un symbole, de faire littéralement exploser le temple de l'esclavage. La précision avec laquelle il épargne les esclaves dans la maison, et la mort spectaculaire de Stephen, sont des choix narratifs chargés de sens, réglant des comptes avec une justice poétique à la fois personnelle et historique. Le dernier plan du film, Django et Brumilda quittant les décombres fumants de Candyland à cheval, est une réécriture iconographique puissante. Ils ne s'enfuient pas dans la nuit comme des fugitifs, ils partent au grand jour, en propriétaires de leur destinée. Cette image subvertit les fins traditionnelles des récits d'esclaves, souvent centrés sur la fuite périlleuse vers le nord. Ici, la liberté est conquise sur place, par le feu et le sang, dans le sud même. C'est une affirmation de souveraineté, une reprise de possession du territoire par ceux qui y ont été asservis, ne laissant derrière eux que les cendres d'un ancien monde. La dimension métacinématographique du film est omniprésente et constitue une clé de lecture essentielle. Tarantino ne cherche pas à faire oublier au spectateur qu'il regarde un film. Au contraire, il le lui rappelle constamment. Le personnage de Schultz est lui-même un metteur en scène, montant des scénarios élaborés pour piéger ses cibles. L'arnaque à Candyland est une pièce de théâtre à l'intérieur du film, avec ses rôles, ses répliques et ses accessoires. Cette mise en abîme souligne que les identités et les rapports de force sont des performances, une idée cruciale dans un contexte où l'esclavage nie l'humanité même de l'individu. Django apprend ainsi à performer, à jouer le rôle du chasseur de primes nègres ou du valet, pour tromper l'adversaire, utilisant les stéréotypes raciaux comme une arme de dissimulation. Les costumes, conçus par Sharon Davis, jouent un rôle narratif fondamental, particulièrement pour Django. Sa transformation est littéralement écrite sur son corps. Du simple pagne d'esclave en lambeaux, il passe au costume de voyageur fonctionnel mais élégant offert par Schultz, puis au flamboyant habit bleu turquoise avec jabot et aux lunettes de soleil qu'il choisit lui-même. Cette tenue finale, inspirée du personnage de Prince dans Purple Rain selon Tarantino, est une déclaration d'individualité et de puissance. Elle est anachronique, théâtrale, et le place immédiatement en dehors de toute catégorie sociale connue dans le Sud pré-guerre. Elle est son armure et son étendard, un défi visuel à l'ordre établi, faisant de son corps un spectacle de liberté inacceptable pour ses ennemis. L'humour dans Django Unchained, bien que noir et grinçant, sert souvent de mécanisme de distanciation ou de soulignement de l'absurdité du mal. Les débats byzantins du Ku Klux Klan sur la qualité des cagoules faites par leurs femmes, rendant l'attaque presque inepte, est un exemple célèbre. Cet humour ne minimise pas la menace, mais la rend d'autant plus terrifiante en montrant la banalité et la stupidité qui peuvent accompagner l'idéologie la plus meurtrière. De même, les frustrations bureaucratiques des chasseurs de primes ou les mimiques de Samuel L. Jackson injectent un comique de caractère qui complexifie le ton du film, empêchant une lecture univoquement dramatique et forçant le spectateur à un positionnement inconfortable. La figure du Mandingo Fighter est une invention de Tarantino qui, bien qu'historiquement exagérée, fonctionne comme une métaphore extrême de l'exploitation et de la réification du corps noir. Ces combats à mort pour le divertissement des maîtres poussent la logique de l'esclavage à son paroxysme. Non seulement la force de travail est extraite, mais le corps lui-même est transformé en arme et en spectacle jusqu'à sa destruction, pour le plaisir et le profit du propriétaire. La scène de combat est insoutenable précisément parce qu'elle montre des hommes contraints de s'entretuer, intériorisant la violence du système au point de la retourner contre leurs propres frères. Elle illustre la manière dont l'oppression peut corrompre et diviser les opprimés. Le traitement des personnages blancs secondaires est également révélateur. Les crackers,
pauvres qui traquent Django au début, les gardes de Candyland, les membres du KKK, sont souvent dépeints comme idiots, lâches ou cupides. Ce choix stylistique, qui frôle la caricature, sert à délégitimer leur autorité et leur violence en exposant leur médiocrité. Il contraste avec la froide intelligence de Candy ou la ruse de Stephen, montrant différentes facettes de la domination blanche, de la brutalité crue à l'exploitation sophistiquée. Cela permet aussi de concentrer la menace réelle sur des figures antagonistes plus complexes, tout en créant des obstacles narratifs qui permettent à Django de démontrer sa compétence croissante. La musique anachronique, déjà évoquée, mérite une analyse plus fine quant à son utilisation scène par scène. Le morceau Unchained de James Brown et Tupac qui accompagne la première mission de Django en tant que chasseur de primes n'est pas qu'un simple fond sonore énergique. Les paroles looking for a cause, looking for a reason, to live and die for, resonate profondément avec la quête du personnage. L'utilisation de Who Did That to You de John Legend lors de la scène où Django se prépare pour sa vengeance finale fonctionne comme un monologue intérieur musical, exprimant la détermination froide et la colère rentrée qui l'habite. Tarantino utilise le anachronisme non comme un gadget, mais comme un commentaire émotionnel et thématique, créant un pont entre le passé du récit et la sensibilité contemporaine du spectateur. La réception critique du film a également mis en lumière des clivages générationnels et culturels. De nombreux critiques afro-américains plus âgés, héritiers du cinéma civil rights des années 60 et 70, ont pu être plus sensibles à l'usage du mot « nègre » et à la représentation de la souffrance. Une partie de la jeune génération et des artistes contemporains y ont plutôt vu une œuvre libératrice, capable de parler de trauma historique avec l'énergie et les codes de la culture populaire actuelle, hip-hop, cinéma de genre. Ce fossé révèle comment Django Unchained a touché une corde sensible concernant la manière dont une nouvelle génération souhaite aborder et réimaginer son histoire, en dehors des canons du réalisme mélodramatique. L'influence du film sur le paysage cinématographique est indéniable. Il a prouvé qu'un western centré sur un héros noir, traitant frontalement de l'esclavage, pouvait être un succès planétaire. Il a ouvert la voie, d'une certaine manière, à d'autres œuvres ultérieures qui ont adopté des approches génériques et stylisées pour parler de l'histoire noire américaine, que ce soit dans la série Watchmen, notamment son épisode « 10 Extraordinary Beings », ou dans des films comme The Harder Day Fall. Il a contribué à briser un tabou dans le cinéma grand public, autorisant une représentation plus frontale, même fantasmée, de la violence de l'esclavage et du désir de vengeance, thèmes souvent cantonnés auparavant à des productions plus confidentielles. Le scénario de Tarantino est un modèle de construction dramatique et de dialogue percutant. Chaque scène avance l'intrigue tout en développant la psychologie des personnages ou en exposant un aspect du système. Les dialogues sont à la fois théâtraux et naturels, pleins de sous-entendus et de menaces voilées. Le monologue de Schultz sur le mythe de Brunhilda et Siegfried n'est pas qu'une élégante métaphore pour expliquer son plan à Candy. C'est aussi une façon d'inscrire l'histoire de Django et Brunhilda dans une légende universelle, les élevant au rang de figures mythologiques luttant contre un dragon, Candy, dans un château maudit, Candyland. Tarantino utilise la culture européenne pour donner une épaisseur épique à un récit profondément américain. La direction de la photographie de Robert Richardson sublime les paysages du Sud, utilisant souvent de grands ciels et des plans larges qui rappellent les westerns classiques, mais pour mieux les subvertir. La séquence d'hiver dans les montagnes, avec la neige immaculée, contraste violemment avec la saleté et la chaleur étouffante des plantations, créant une géographie morale. L'intérieur de Candyland, surchargé et oppressant, reflète le mauvais goût et la corruption de ses habitants. L'éclairage, notamment dans les scènes nocturnes, est souvent dramatique, dessinant des ombres portées et des clairs-obscurs qui renforcent le climat de menace et de mystère, tout en hommage aux techniques du cinéma des années 60 et 70. Le montage du film, signé Fred Raskin, alterne magistralement les tempos. Il s'est laissé respirer les longues scènes de dialogue chargées de suspense, comme le dîner à Candyland, puis bascule avec une énergie foudroyante dans des séquences d'action rapides et chaotiques. Le montage participe également à l'humour, par son timing parfait sur les répliques ou les gags visuels, comme l'explosion successive des cagoules du KKK. Il crée un rythme unique, à la fois lent et méthodique dans la construction de la tension, et explosif dans sa résolution, ce qui est une marque de fabrique du cinéma de Tarantino. En conclusion, Django Unchained est une œuvre matricielle qui refuse toute catégorisation simple. C'est un western qui déconstruit le western, un film d'esclaves qui refuse le pathos victimaire, un film d'action qui interroge la moralité de la violence, une comédie qui fait rire aux dépens des bourreaux. Sa force réside dans cette ambiguïté assumée et dans sa capacité à utiliser toutes les ressources du cinéma populaire, la musique, le genre, le star system, le spectaculaire, pour traiter d'un sujet dont le poids historique pourrait écraser un film plus conventionnel.
En plaçant un héros noir en position d'agent absolu de sa propre libération et de sa vengeance, Tarantino offre une fantaisie cathartique qui, tout en étant historiquement inexacte, touche à une vérité émotionnelle et politique profonde sur le désir de justice, la réappropriation de la violence et la définition de la liberté. Le film reste, des années après sa sortie, un objet de discussion, d'admiration et de controverse, ce qui est le signe indéniable d'une œuvre majeure et incontournable. L'intention de Tarantino dépasse la simple reconstitution historique pour embrasser une logique de réécriture cathartique où la fiction devient un outil de règlement de compte symbolique avec le passé. Le choix de l'année 1858, à la veille de la guerre civile, n'est pas anodin. Il place l'intrigue à un point de rupture où les tensions sociales atteignent leur paroxysme, créant un terrain narratif propice aux explosions de violence et au renversement de pouvoir. L'esthétique empruntée au film de Sergio Corbucci et d'Ennio Morricone n'est pas un simple pastiche mais un cadre conceptuel permettant d'aborder l'horreur de l'esclavage avec un langage cinématographique stylisé, à la fois familier et déstabilisant. La construction du personnage de Django Freeman mérite une attention particulière, car son arc transformationnel est méticuleusement chorégraphié à travers des étapes symboliques précises. Son introduction en tant qu'esclave marchand dans la boue, réduit à l'état de bête de somme, contraste violemment avec sa posture finale de cavalier souverain quittant les ruines de Candyland. Chaque vêtement qu'il endosse, chaque arme qu'il maîtrise, chaque regard qu'il pose marque une conquête progressive sur son identité et son autonomie. Son apprentissage auprès de Schultz n'est pas seulement technique mais philosophique, l'initiant au code de performance sociale nécessaire pour naviguer dans un monde régi par l'hypocrisie raciale. Le Dr King Schultz incarne une figure fascinante de l'Européen des Lumières confronté à la barbarie institutionnalisée du Nouveau Monde. Son humanisme pragmatique, teinté d'un cynisme professionnel acquis dans le métier peu recommandable de chasseur de primes, fait de lui un libérateur ambigu. Sa relation avec Django évolue selon une dynamique subtile où le rapport initial de contrat commercial se mue progressivement en une alliance respectueuse, puis en une amitié tragique. La scène de leur séparation, lorsque Schultz lui remet les papiers d'affranchissement, est un moment charnière où la transaction légale cède la place à une reconnaissance mutuelle d'égalité. L'univers de Calvin Candie représente la matérialisation architecturale et sociale d'un système fondé sur l'exploitation et la déshumanisation. Candyland n'est pas une simple plantation mais un microcosme autarcique où les règles de la civilisation blanche sudiste sont poussées à leur extrême logique. Le personnage de Candy lui-même synthétise les perversions de ce système. Sa fascination pour la phrénologie révèle une tentative de rationalisation scientifique de ses préjugés, tandis que son goût pour les combats de mandingo trahit un appétit de violence esthétisée et de domination absolue. Stephen, le majordome, constitue l'une des créations les plus géniales et troublantes de Tarantino, dépassant le simple stéréotype du traître pour incarner la complexité psychologique de la collaboration. Son pouvoir dérivé de la proximité avec le maître en fait un gardien zélé de l'ordre établi, dont il a parfaitement intériorisé les valeurs. Son rôle ne se limite pas à la servilité. Il est l'ingénieur social de Candyland, celui qui sait manipuler les apparences et les relations pour maintenir la suprématie blanche tout en préservant son statut privilégié. Sa haine envers Django est d'autant plus virulente qu'elle est motivée par la peur de voir remis en cause l'équilibre pervers dont il bénéficie. Brumhilda von Schaft, bien que moins présente physiquement, est bien plus qu'un simple objet de quête. Son histoire personnelle, marquée par des tentatives d'évasion punies par un emprisonnement dans une maison brûlante, fait d'elle un symbole de la résistance féminine et de la persistance de l'humanité dans les conditions les plus inhumaines. Le fait qu'elle et Django partagent la langue allemande comme secret intime crée un espace de pureté et de connivence totalement imperméable au monde corrompu qui les entoure, renforçant la dimension mythique de leur amour. La violence dans le film opère sur plusieurs registres simultanés qui méritent d'être distingués. La violence institutionnelle de l'esclavage est montrée avec un réalisme cru et insoutenable, des cicatrices sur les dos au corps mutilé, servant de rappel constant de l'enjeu historique. En contrepoint, la violence exercée par Django lors de sa vengeance est stylisée, chorégraphiée, presque musicale, relevant pleinement de l'esthétique du western spaghetti avec ses gerbes de sang synthétique et ses chorégraphies balistiques. Cette dichotomie crée un dialogue cinématographique entre la brutalité du réel historique et la catharsis de la fantaisie générique. La séquence d'ouverture, où Schultz libère Django, établit d'emblée les règles du jeu narratif. L'arrivée du dentiste sur sa voiturette surmontée d'une dent géante est à la fois burlesque et inquiétante, introduisant immédiatement le ton unique du film. Le dialogue tendu avec les frères Speck, ponctué par l'acte de violence soudain de Schultz, démontre l'efficacité narrative de Tarantino pour mélanger tension verbale et résolution physique brutale. Cette scène fonctionne comme un microcosme de tout le film, un mélange d'éloquence théâtrale, d'humour noir et d'éruptions violentes. L'éducation de Django par Schultz constitue une partie essentielle du premier acte,
transformant le récit en une sorte de conte initiatique inversé, où c'est l'esclave qui apprend à maîtriser les outils de son oppresseur pour les retourner contre lui. Les leçons de lecture, de tir, d'élocution et de mise en scène sociale sont autant d'étapes vers l'émancipation complète. La scène où Django choisit lui-même son costume dans une boutique est particulièrement significative. C'est un acte d'autocréation, une performance d'identité librement choisie qui anticipe sa transformation finale. La bande-son anachronique de Tarantino mérite une analyse détaillée car elle fonctionne comme un commentaire émotionnel et thématique permanent. L'utilisation du titre « Unchained » de James Brown et Tupac lors de la première mission de chasse aux primes n'est pas qu'un simple choix énergique. Les paroles « Looking for a cause » font écho à la quête de sens de Django après sa libération. De même, la chanson « of Freedom » d'Anthony Hamilton durant la scène du bain de Brumilda transfigure un moment simple en une célébration poignante de la dignité retrouvée. Ces choix musicaux créent un pont émotionnel direct entre le spectateur contemporain et l'univers historique du film. La représentation des propriétaires d'esclaves secondaires et des « crackers » pauvres révèle une stratification sociale complexe au sein du monde blanc sudiste. Les frères Speck, les gardes de Candyland, les membres du KKK avec leurs cagoules mal cousues. Tous représentent différentes facettes d'une même idéologie, de la brutalité crue à la bêtise organisationnelle. Tarantino évite ainsi de créer un monolithe blanc uniformément maléfique, préférant montrer comment le système corrompt et abrutit à différents niveaux, tout en réservant la complexité psychologique à ses antagonistes principaux. Le voyage vers Candyland s'apparente à une descente progressive dans les cercles concentriques de l'enfer esclavagiste. Chaque étape, la ville frontalière, l'auberge, l'approche de la plantation, intensifie le sentiment de menace et d'encerclement. La préparation de l'arnaque par Schultz et Django fonctionne comme une mise en abîme du processus de création cinématographique. Ils élaborent un scénario, distribuent les rôles, préparent les accessoires, le contrat, l'argent, et répètent leurs répliques. Cette métaphore du théâtre dans le théâtre souligne le caractère performatif des identités sociales dans le Sud pré-guerre civile. La scène du dîner à Candyland représente l'apogée de la tension dramatique avant l'explosion finale. La performance de Leonardo DiCaprio atteint ici son intensité maximale, notamment dans le moment improvisé où il se coupe la main sur un verre et continue son monologue, le sang coulant réellement sur la table. Ce geste hystérique symbolise la propension de l'aristocratie sudiste à s'automutiler pour préserver son honneur et son monde en décomposition. Son exposé sur la phrénologie à travers le crâne de Holben n'est pas qu'une démonstration de pseudoscience. C'est une justification intellectuelle de la barbarie, une tentative désespérée de donner un vernis rationnel à l'inhumanité fondamentale du système. La mort de Schultz constitue le pivot tragique autour lequel tout le troisième acte va s'articuler. Son choix de tirer sur Candy malgré l'accord conclu représente l'échec de la raison pragmatique face à la nausée morale. L'Européen des Lumières ne peut finalement pas transiger avec un mal aussi absolu que celui incarné par Candy. Son sacrifice, bien que semblant ruiner leur plan, libère symboliquement Django de sa tutelle. Désormais, le héros devra agir seul, en pleine autonomie, utilisant les compétences acquises non plus sous direction mais selon sa propre volonté. La balle qui tue Schultz est aussi celle qui achève de faire de Django son propre maître. La réaction de Stephen à la mort de Candy est l'un des moments les plus électriques du film, où Samuel L. Jackson livre une performance d'une intensité glaçante. Son hurlement de douleur n'est pas celui d'un serviteur pleurant son maître, mais celui d'un fils perdant son père symbolique, le pilier de son univers. Dans cet instant, Stephen révèle la profondeur de son identification psychologique au système et à son représentant. Dès lors, il cesse d'être un simple complice pour devenir l'antagoniste principal, l'intelligence froide qui va orchestrer la chute de Django avec une efficacité redoutable. L'épreuve des mines de charbon où Django est envoyé après sa capture fonctionne comme une descente aux enfers nécessaire à la purification mythique du héros. Cette séquence, souvent critiquée pour son rythme plus lent, remplit pourtant une fonction narrative essentielle. Elle éprouve la détermination de Django, ravive la flamme de sa colère, et fait de son évasion et de son retour une résurrection d'autant plus triomphale. La scène où il brise son marteau de forçat sur ses chaînes est un geste d'une puissance symbolique brute. L'outil de son oppression devient l'instrument de sa libération. La préparation de la vengeance finale est montrée avec une minutie qui rappelle les préparatifs d'un duel classique de western. Django choisit soigneusement ses armes, son costume, son plan d'attaque. Ce moment de calme avant la tempête est crucial car il montre un héros en pleine possession de ses moyens, calculant froidement chaque étape de sa contre-attaque. La bande-son, avec « Who Did That to You » de John Legend, fonctionne comme un monologue intérieur musical, exprimant la détermination froide et la colère canalisée qui l'anime. L'assaut sur Candyland représente l'apothéose du révisionnisme cathartique cher à Tarantino. Django y devient une force de la nature,
une tornade de vengeance qui balaie méthodiquement tout ce qui représente le système esclavagiste. Chaque coup de feu, chaque explosion est chorégraphiée pour maximiser l'impact visuel et émotionnel, transformant la luxueuse demeure en un champ de ruines sanglant. Cette destruction est profondément allégorique. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer des hommes, mais d'anéantir un symbole, de faire littéralement exploser l'architecture physique et sociale de l'oppression. La confrontation finale entre Django et Stephen est chargée d'une signification historique et psychologique profonde. Elle oppose deux visions de la condition noire dans le système esclavagiste, celle qui choisit la rébellion et l'affirmation de soi au prix de tout, et celle qui préfère la collaboration et les privilèges dérivés au prix de son âme. Le fait que Django utilise le même pistolet que celui dont s'est servi Schultz pour tuer Candy crée une continuité symbolique entre la révolte de l'Européen humaniste et celle de l'esclave libéré, unissant leurs combats dans un même geste final. La scène de la mort de Stephen, spectaculaire et satisfaisante d'un point de vue narratif, n'en reste pas moins complexe. Django ne lui tire pas simplement dessus. Il l'oblige d'abord à regarder l'explosion de la maison, à contempler la destruction totale de son monde, avant de lui offrir une mort rapide presque par pitié. Ce choix de mise en scène suggère que la véritable punition pour Stephen n'est pas la mort physique, mais le témoignage de l'effondrement de l'univers auquel il s'était si totalement identifié. Le dernier plan du film, Django et Brumilda quittant les décombres à cheval au lever du soleil, est une réécriture iconographique délibérée des fins traditionnelles des westerns et des récits d'esclaves. Ils ne fuient pas furtivement vers le nord comme dans les récits d'évasion classiques. Ils partent au grand jour, en maîtres de leur destin, laissant derrière eux un ancien monde réduit en cendres. Cette image célèbre non pas la fuite mais la conquête, non pas l'évasion mais la victoire sur place, dans le cœur même du territoire ennemi. Les thèmes de la performance et du déguisement parcourent tout le film de manière obsédante. Schultz est un metteur en scène qui monte des arnaques élaborées. Django apprend à jouer différents rôles, le chasseur de primes, le connaisseur en mandingo, le valet, pour tromper ses ennemis. Candy joue au gentleman raffiné tout en étant un barbare, Stephen joue le serviteur fidèle tout en étant le vrai pouvoir de l'ombre. Dans un monde où les identités sont rigides et assignées racialement, la capacité à performer devient une arme de subversion et de survie. La question du langage et de la parole est également centrale dans l'émancipation de Django. Au début du film, il parle à peine. Au fil de son éducation avec Schultz, il acquiert non seulement la maîtrise de la lecture et de l'écriture, mais aussi celle de la rhétorique et de la négociation. Sa capacité à tenir tête verbalement à Candy lors du dîner, puis à tromper les gardes avec assurance, marque des étapes cruciales dans sa conquête d'une subjectivité pleine et entière. La parole cesse d'être un outil de domination pour devenir une arme d'affirmation. La dimension mythologique et archétypale du récit est renforcée par les références explicites au mythe germanique de Siegfried et Brunhilda. Schultz lui-même présente son plan à Django en ces termes, comparant Candyland à un château gardé par un dragon, Candy, où serait prisonnière une vierge, Brumilda. Cette grille de lecture élève l'histoire au rang de conte héroïque universel, donnant à la quête de Django une dimension épique qui transcende le contexte historique spécifique. Tarantino utilise la culture européenne pour universaliser un récit profondément américain. L'humour noir omniprésent dans le film sert de mécanisme de distanciation critique face à l'horreur du sujet. Les scènes comiques, les cagoules du KKK, les débats sur la gestion de Candyland après la mort de Candy ne minimisent pas la gravité des enjeux, mais créent au contraire un contraste qui rend la violence d'autant plus frappante lorsqu'elle surgit. Cet humour fonctionne aussi comme une forme de résistance narrative, refusant de donner aux oppresseurs une dignité tragique qu'ils ne méritent pas, les ridiculisant souvent pour mieux révéler leur médiocrité fondamentale. Les choix de mise en scène de Tarantino révèlent une maîtrise cinéphilique constamment mise au service du propos. L'utilisation de zoom avant rapide, caractéristique du western spaghetti, ponctue les moments de tension ou de révélation. Les plans larges sur les paysages du Sud, magnifiés par la photographie de Robert Richardson, créent un sentiment à la fois de beauté et d'oppression. Les scènes d'intérieur, notamment à Candyland, sont souvent filmées avec des cadres serrés et un éclairage contrasté qui accentue le sentiment de claustrophobie et de menace. La construction des personnages féminins, bien que secondaire, mérite attention. Brumilda, bien sûr, mais aussi la sœur de Candy, Lara Lee, qui tente de reprendre les rênes de la plantation avec une froideur calculatrice, ou les femmes esclaves présentes en arrière-plan, dont les regards silencieux en disent long sur la violence quotidienne qu'elles subissent. Tarantino évite généralement de faire de ses personnages de simples victimes passives. Même dans l'oppression, il garde une forme d'agentivité, fût-elle limitée aux interstices du système. Les anachronismes assumés du film, la dynamite, les lunettes de soleil de Django, les références culturelles, fonctionnent comme des signaux aux spectateurs que nous ne sommes pas dans une reconstitution historique réaliste, mais dans une fable morale utilisant l'histoire comme matériau narratif.
Ces libertés créatives permettent à Tarantino de créer un univers cohérent selon ses propres règles, où la logique émotionnelle et symbolique prime sur la vraisemblance historique. Le film devient ainsi un espace de jeu où les traumatismes du passé peuvent être rejoués et réimaginés. La réception du film a suscité des débats féconds sur la représentation cinématographique de l'esclavage et sur la légitimité artistique. Les critiques ont porté notamment sur l'usage répété du mot « nègre », sur la violence parfois perçue comme gratuitement spectaculaire, et sur la question de savoir si un cinéaste blanc pouvait légitimement raconter une histoire de vengeance noire. Ces discussions, souvent vives, ont eu le mérite de mettre en lumière les enjeux politiques de la représentation et les différentes sensibilités générationnelles et culturelles face au traitement de l'histoire traumatique. L'héritage de Django Unchained dans le paysage cinématographique contemporain est considérable. Le film a démontré qu'un traitement stylisé et générique de l'esclavage pouvait atteindre un large public et susciter une réflexion profonde. Il a ouvert la voie à d'autres œuvres ultérieures qui ont adopté des approches similaires, mêlant genre populaire et révisionnisme historique, comme la série Watchmen ou le film The Harder Day Fall. Son influence se fait également sentir dans la manière dont le cinéma contemporain aborde désormais les questions raciales avec une audace stylistique et narrative renouvelée. Et la performance des acteurs mérite une analyse spécifique tant elle contribue à la richesse du film. Jamie Foxx incarne Django avec une retenue pleine de puissance, laissant éclater la violence contenue seulement à des moments précis, ce qui rend son personnage d'autant plus impressionnant. Christoph Waltz apporte à Schultz un charme ambigu et une élocution théâtrale qui font de chaque réplique un petit morceau de bravoure. Leonardo DiCaprio crée un Candy à la fois ridicule et terrifiant, tandis que Samuel L. Jackson livre probablement la performance la plus complexe de sa carrière dans le rôle de Stephen. Les costumes, conçus par Sharon Davis, sont des éléments narratifs à part entière. L'évolution vestimentaire de Django raconte son parcours mieux qu'un monologue. De la guenille d'esclave au costume sobre de voyageur, puis à l'extravagant habit bleu turquoise qui est une déclaration d'individualité flamboyante. Les tenues de Candy, trop élaborées, trahissent son mauvais goût et son désir de paraître un aristocrate. Ceux de Schultz, fonctionnels et européens, le distinguent immédiatement du monde sudiste. Chaque choix vestimentaire renseigne sur le statut, la psychologie et les aspirations des personnages. La direction d'acteur de Tarantino est ici particulièrement remarquable pour avoir su créer une alchimie entre des interprètes au style très différent. Il a su canaliser l'énergie théâtrale de DiCaprio, la précision linguistique de Waltz, l'intensité contenue de Fox et la véhémence de Jackson dans une même œuvre cohérente. Les scènes de groupe, comme le dîner à Candyland, sont des masterclass de tension dramatique où chaque acteur joue à la fois avec et contre les autres, créant un équilibre précaire qui explose littéralement à l'écran. La structure narrative du film obéit à une logique de triptyque classique mais habilement maîtrisée. Le premier acte est celui de la libération et de l'apprentissage, le deuxième celui de l'infiltration et de la tension croissante, le troisième celui de la chute et de la vengeance. Chaque acte possède son propre rythme et sa tonalité, tout en préparant soigneusement le suivant. Les ellipses narratives, comme celle qui montre la première année de collaboration entre Django et Schultz à travers un montage rapide, permettent de concentrer le récit sur les moments essentiels sans alourdir la narration. Les thèmes de l'argent et de la valeur économique parcourent tout le film de manière obsessionnelle. Schultz paie pour libérer Django, il gagne de l'argent avec les primes, l'arnaque à Candyland repose sur une transaction monétaire fictive de 12 000 $. Dans un système où les êtres humains ont un prix sur un marché, la maîtrise de l'argent devient une arme paradoxale de libération. Django apprend à utiliser le langage capitaliste de son époque non pour s'y soumettre, mais pour en détourner les règles à son profit et à celui de sa cause. La figure du chasseur de primes, centrale dans le western traditionnel, est ici subvertie de manière intéressante. Schultz n'est pas un justicier solitaire mus par un code moral personnel, mais un professionnel froid dont la moralité émerge progressivement face à l'horreur de l'esclavage. Django, en devenant chasseur de primes à son tour, s'approprie une figure typiquement blanche du western, la noircissant littéralement et symboliquement. Cette appropriation générique est un acte politique en soi, une revendication d'espace narratif traditionnellement réservé aux héros blancs. Les scènes de violence extrême, comme l'attaque des chiens contre l'esclave en fuite ou le combat de Mandingo, sont parmi les plus difficiles à regarder du film. Tarantino ne cherche pas à édulcorer la brutalité du système. Au contraire, il la montre dans toute sa laideur réaliste, créant un contraste frappant avec la violence stylisée des scènes d'action menées par Django. Cette dichotomie visuelle invite le spectateur à réfléchir sur la nature différente de ces violences. L'une institutionnelle, froide, déshumanisante, l'autre individuelle, chaude, émancipatrice. La question de la légitimité de la vengeance est au cœur du projet éthique du film. En offrant à Django une vengeance spectaculaire et totale,
Tarantino prend position dans un débat philosophique ancien. La violence de Django n'est pas présentée comme un mal nécessaire, mais comme une justice poétique, une réparation symbolique pour les crimes historiques impunis. Le film assume pleinement sa dimension de fantaisie vengeresse, refusant toute ambiguïté morale quant au droit des opprimés à répondre à la violence par la violence lorsqu'aucune autre voie n'est possible. La musique diégétique du film, celle qui provient de l'univers narratif lui-même, contraste intéressamment avec la bande-son anachronique. La chanson de Nicaragua, interprétée par le groupe mexicain lors de l'arrivée à Candyland, les airs joués au piano dans le salon, crée une ambiance d'époque qui entre en dialogue avec les morceaux contemporains. Ce va-et-vient musical entre le diégétique et le non-diégétique, entre l'historique et le contemporain, est une métaphore du projet global du film, ancrer le récit dans un moment historique précis tout en établissant un pont direct avec la sensibilité actuelle. Les références intertextuelles et cinéphiliques abondent, comme dans tout film de Tarantino. Au-delà des hommages évidents au western spaghetti, les plans de bottes, les zooms, les duels, on peut déceler des échos à des films aussi divers que The Searcher de John Ford pour la quête, Mandingo de Richard Fleischer pour le traitement de l'esclavage, ou même des films blaxploitation pour l'attitude de Django. Ces références ne sont pas de simples clins d'œil érudits. Elles inscrivent le film dans une histoire cinématographique du traitement de la race et de la violence à l'écran. La représentation du corps noir dans le film est un sujet d'analyse crucial. Les corps des esclaves sont montrés dans leur vulnérabilité, cicatrices, nudité forcée, mais aussi dans leur puissance potentielle, Django à l'entraînement, les combattants mandingos. Tarantino évite généralement la fétichisation du corps souffrant, préférant montrer la violence pour en révéler les mécanismes politiques plutôt que pour créer un spectacle morbide. Le corps de Django devient progressivement un corps d'action, d'agilité, de précision, réappropriant sa physicalité comme instrument de liberté plutôt que comme outil de production. Les dialogues de Tarantino sont ici particulièrement travaillés, mêlant registres de langues étrangères, allemand, français, et niveau de formalité. Les échanges entre Schultz et Candy sont des duels verbaux où chaque mot est pesé, chaque sous-entendu calculé. Les monologues, comme celui de Schultz sur Brunhilda ou celui de Candy sur la phrénologie, sont de petites pièces de théâtre à l'intérieur du film. Le langage n'est jamais neutre, il est toujours un instrument de pouvoir, de séduction, de manipulation ou de résistance. Le traitement du temps dans le film est également remarquable. Les ellipses, les scènes ralenties, comme la mort de Schultz, les accélérations soudaines créent un rythme sinueux qui épouse les émotions des personnages plutôt qu'une chronologie linéaire. Le flashback montrant la séparation de Django et Brumilda est intégré de manière organique au récit, apportant une charge émotionnelle nécessaire sans interrompre le flux narratif principal. Tarantino maîtrise parfaitement l'art de la suspension et de la relance du suspense. Les décors et les lieux sont des personnages à part entière. La cabane isolée où Django et Schultz passent l'hiver, la ville frontalière boueuse, la route poussiéreuse vers le sud, l'opulente et sinistre Candyland, chaque environnement a sa propre personnalité, sa propre symbolique. Candyland en particulier, avec ses colonnes blanches, ses escaliers majestueux, son luxe ostentatoire, est la matérialisation architecturale de la prétention et de la corruption du système esclavagiste. Sa destruction finale est d'autant plus satisfaisante qu'elle anéantit ce symbole physique. La question de la fraternité et de la trahison entre hommes noirs est explorée avec une certaine subtilité à travers divers personnages secondaires. Les combattants mandingos qui doivent s'entretuer, les esclaves de Candyland qui dénoncent Django par peur, et bien sûr Stephen, représentent différentes facettes des relations entre opprimés dans un système conçu pour les diviser. Django lui-même doit naviguer entre méfiance et solidarité, apprenant à distinguer ceux qui peuvent être des alliés de ceux qui sont des ennemis, parfois au sein de sa propre communauté. Le personnage de Brumilda, bien qu'enfermé dans le rôle archétypal de la princesse à sauver, possède des nuances intéressantes. Son éducation en allemand, son refus de la soumission totale malgré les tortures, sa reconnaissance immédiate de Django malgré les années de séparation, en font une figure de résistance passive mais tenace. Son rôle dans le dénouement, où elle participe activement à leur fuite en aidant à préparer les explosifs, montre qu'elle n'est pas une simple passive mais une partenaire à part entière de la libération finale. Et la photographie de Robert Richardson, habituel collaborateur de Tarantino, mérite des éloges particuliers. L'utilisation de la pellicule, les contrastes marqués, les couleurs saturées, le bleu de Django, le sang rouge vif, les jeux d'ombre et de lumière créent une texture visuelle riche et distinctive. Les scènes nocturnes sont particulièrement réussies, avec un éclairage expressionniste qui accentue le climat de menace. Les plans larges sur les paysages rappellent les westerns classiques tout en les subvertissant par leur contenu politique. Le montage de Fred Raskin est essentiel à l'efficacité narrative du film.
Les transitions fluides entre les séquences, le timing parfait des scènes d'action, le rythme des dialogues sont remarquablement maîtrisés. La scène de la fusillade dans la ville, avec ses changements de vitesse et ses angles variés, est un modèle du genre. Le montage participe également à l'humour, comme dans la séquence des cagoules du KKK où le rythme des coupes accentue l'absurdité de la situation. Les thèmes de la loi et de la justice sont constamment interrogés dans un contexte où la loi institutionnelle est du côté des oppresseurs. Schultz, en tant que chasseur de primes, opère dans un cadre légal précaire mais existant. L'arnaque à Candyland joue précisément sur les failles de ce système légal qui reconnaît la propriété sur les êtres humains. La vengeance finale de Django, en revanche, opère en dehors de toute loi, dans un espace de justice extralégale rendu nécessaire par l'échec de la loi à protéger les droits fondamentaux. Le film explore ainsi les limites de l'ordre légal face à l'injustice systémique. La dimension psychanalytique du film pourrait être explorée à travers le rapport des personnages à leur père symbolique. Django, orphelin de père et de mère, trouve en Schultz une figure paternelle bienveillante qui l'éduque et le guide avant de le libérer, symboliquement par sa mort. Stephen, lui, a complètement fusionné avec la figure paternelle de Candy au point d'en devenir le prolongement zélé. Candy lui-même, héritier d'une plantation bâtie par son père, semble lutter avec l'ombre de ce dernier, tentant de prouver sa propre valeur par des excès de cruauté. La question de la mémoire historique et de sa représentation est au cœur du projet de Tarantino. En choisissant de raconter l'histoire de l'esclavage à travers les codes du western spaghetti plutôt que du drame historique réaliste, il propose une alternative aux représentations traditionnelles souvent accusées de miser sur le pathos au détriment de l'analyse politique. Son approche, bien que controversée, a le mérite de poser la question: comment représenter l'irreprésentable? Comment donner une forme cinématographique à une violence historique si extrême qu'elle défie l'imagination? La structure en road movie du premier acte, où Django et Schultz voyagent de ville en ville, permet à Tarantino de dresser un portrait varié du Sud pré-guerre civile. Chaque lieu rencontré, une ville minière, une plantation secondaire, une auberge isolée, révèle un aspect différent du système esclavagiste et des relations raciales. Ce voyage initiatique à travers la géographie du Sud est aussi un voyage à travers les strates sociales et les manifestations régionales de l'oppression. Le personnage de Calvin Candy est intéressant dans sa dimension de collectionneur pervers. Il ne collectionne pas seulement des esclaves combattants, il collectionne des crânes pour ses études phrénologiques, des objets d'art européens pour paraître cultivés, des signes extérieurs de richesse pour impressionner. Cette mentalité de collectionneur réduit les êtres humains à l'état d'objets rares ou de curiosité scientifique, poussant à son paroxysme la logique déshumanisante de l'esclavage. Candyland est moins une plantation qu'un cabinet de curiosité morbide à l'échelle architecturale. Et la scène où Django doit fouetter Brumilda sous les yeux de Candy est l'une des plus intenses psychologiquement du film. Elle condense toutes les perversions du système, la violence physique, la torture psychologique, le spectacle de la domination, la réduction des liens humains les plus sacrés à des instruments de contrôle. La manière dont Django retourne la situation, simulant la violence tout en communiquant secrètement avec Brumilda, est un moment de résistance subtile et ingénieuse qui préfigure sa révolte ouverte. La musique d'Ennio Morricone, composée spécialement pour le film, s'inscrit dans la continuité de ses œuvres pour Sergio Leone et Sergio Corbucci tout en s'en distinguant par des accents plus sombres et mélancoliques. Les thèmes récurrents, comme le Django principal, créent une cohérence musicale qui dialogue avec les morceaux modernes. Le choix de Morricone, légende vivante du western spaghetti, est un hommage mais aussi une revendication. Tarantino s'inscrit délibérément dans cette lignée pour mieux la subvertir de l'intérieur. Le traitement des armes à feu dans le film est symptomatique de l'approche de Tarantino. Les pistolets ne sont pas de simples outils mais des extensions symboliques des personnages. Le pistolet de Schultz, sophistiqué et européen. Le fusil de Django, d'abord maladroitement tenu puis manié avec une précision mortelle. Les armes des gardes de Candyland, plus décoratives qu'efficaces. La scène où Django choisit son arme pour l'assaut final est un rituel presque sacré, où l'objet devient le symbole tangible de sa puissance retrouvée. En définitive, Django Unchained demeure une œuvre d'une richesse et d'une complexité rare dans le cinéma grand public contemporain. Mêlant avec une maîtrise stupéfiante l'analyse politique, la catharsis émotionnelle, la virtuosité stylistique et la réflexion métacinématographique, il force le spectateur à une position active, entre le plaisir du spectacle et le malaise face au sujet traité. En réécrivant l'histoire à travers les codes du genre, Tarantino ne prétend pas remplacer l'histoire réelle, mais offrir un espace où les traumatismes du passé peuvent être symboliquement surmontés, où les victimes historiques peuvent devenir, le temps d'un film, des héros triomphants.
C'est cette audace conceptuelle, cette volonté de bousculer les conventions narratives et politiques, qui fait de Django Unchained bien plus qu'un simple divertissement. Un acte cinématographique et politique d'une rare puissance, dont les échos continuent de résonner longtemps après le générique de fin. L'esthétique du film puise ses racines dans une multitude de références cinématographiques soigneusement tissées, dépassant le simple hommage pour créer un palimpseste générique complexe. La structure narrative emprunte autant aux contes héroïques germaniques qu'aux mélodrames d'exploitation des années 70, créant une œuvre qui dialogue constamment avec l'histoire du cinéma lui-même. Cette approche intertextuelle transforme chaque scène en un terrain d'expérimentation où les codes traditionnels sont simultanément respectés et subvertis avec une maestria calculée. Le personnage de Django évolue selon une trajectoire psychologique méticuleusement calibrée, où chaque épreuve contribue à forger une identité nouvelle, libérée des séquelles de la servitude. Son passage de l'obéissance instinctive à la stratégie réfléchie illustre un processus d'émancipation cognitive aussi crucial que l'affranchissement physique. La scène où il négocie avec les mineurs démontre l'acquisition d'une autorité naturelle, fondée sur la confiance en soi plutôt que sur la contrainte, marquant une rupture définitive avec sa condition initiale. Et la relation pédagogique entre Schultz et son protégé dépasse le simple cadre utilitaire pour revêtir une dimension profondément humaniste, où la transmission du savoir devient un acte de résistance en soi. Le dentiste allemand n'enseigne pas seulement des compétences techniques, mais initie Django à une conception du monde où l'individu peut forger son propre destin par l'intelligence et la ruse. Cette éducation alternative constitue une contre-formation face à l'endoctrinement systémique de la société sudiste, offrant des outils intellectuels pour déconstruire l'idéologie dominante. L'architecture de Candyland fonctionne comme une matérialisation spatiale des hiérarchies sociales de l'ancien Sud, où chaque détail architectural renforce l'ordre racial établi. La disposition des bâtiments, la répartition des espaces entre maîtres et esclaves, l'ostentation décorative des salons contrastant avec l'austérité des quartiers des esclaves, tout concourt à matérialiser physiquement l'oppression. La destruction finale de cette microsociété prend ainsi une dimension symbolique particulièrement forte, annonçant métaphoriquement l'effondrement à venir du système tout entier. La performance de Samuel L. Jackson dans le rôle de Stephen explore les méandres complexes de la psychologie collaborationniste, évitant tout manichéisme simpliste pour révéler les mécanismes d'identification à l'agresseur. Son personnage incarne la tragédie de l'aliénation intériorisée, où la survie individuelle s'est payée au prix d'une trahison ontologique de sa propre communauté. La scène où il conseille Candy sur la gestion des esclaves révèle une compréhension approfondie du système, dont il utilise les rouages avec une intelligence perverse pour consolider sa position privilégiée. La construction du suspense dans les scènes d'infiltration à Candyland repose sur un équilibre précaire entre la théâtralisation contrôlée et la menace toujours présente de la découverte. Tarantino utilise ici le langage cinématographique du thriller d'espionnage, où chaque regard échangé, chaque hésitation dans le dialogue, chaque détail anormal peut potentiellement faire s'effondrer l'édifice fragile du mensonge. Cette tension narrative maintenue sur une longue durée crée un sentiment d'étouffement progressif qui prépare l'explosion violente du troisième acte. Les dialogues du film présentent une richesse linguistique remarquable, mêlant différents registres de langue, niveaux de formalité et codes culturels qui reflètent la stratification sociale de l'époque. Les joutes verbales entre Schultz et Candy, en particulier, ressemblent à des duels diplomatiques où chaque protagoniste utilise le langage comme une arme de séduction et de manipulation. L'éloquence devient ainsi un marqueur de statut social et un instrument de pouvoir, dans un monde où la maîtrise rhétorique distingue le maître de l'esclave. La représentation du corps masculin noir dans le film échappe aux stéréotypes habituels pour présenter une diversité de physique et d'attitude qui contredit l'homogénéisation raciste. Django lui-même incarne une masculinité à la fois réservée et déterminée, contrastant avec la musculature exhibitionniste des combattants mandingos ou la fragilité calculée de Stephen. Cette variété de représentations contribue à restituer la complexité humaine d'une communauté trop souvent réduite à des clichés monolithiques dans les représentations cinématographiques traditionnelles. L'utilisation stratégique de l'humour sert souvent de mécanisme de régulation émotionnelle, permettant au spectateur de respirer brièvement avant de replonger dans l'horreur du sujet. Les moments comiques, comme les débats du KKK sur la qualité des cagoules, opèrent comme des pauses cathartiques dans la tension dramatique, mais sans jamais minimiser la gravité des enjeux. Cet humour grinçant fonctionne également comme une forme de démystification, ridiculisant les ritualismes absurdes de la suprématie blanche. La bande-son anachronique crée un dialogue permanent entre le passé historique et le présent de la réception, permettant une identification émotionnelle immédiate tout en maintenant une distance réflexive. Le choix de morceaux contemporains, notamment hip-hop, pour accompagner les actions de Django établit une continuité symbolique entre la révolte historique et les luttes actuelles, suggérant une permanence des combats pour la dignité et la justice.
Cette stratégie musicale transforme le film en un pont générationnel, reliant les mémoires traumatiques aux expressions culturelles contemporaines. Le traitement de la temporalité narrative montre une maîtrise exceptionnelle du rythme cinématographique, alternant séquences dilatées de tensions verbales et explosions brèves d'actions violentes. Les scènes de préparation, comme l'entraînement de Django ou la planification de l'arnaque, sont traitées avec une minutie presque documentaire, créant un contraste saisissant avec la brutalité soudaine des résolutions. Cette gestion du tempo participe à la construction d'un univers cohérent où la violence n'est jamais gratuite mais toujours préparée et chargée de signification. Les décors naturels, filmés dans les paysages du Wyoming et de la Californie, sont utilisés comme des espaces symboliques reflétant les étapes du parcours initiatique. Les montagnes enneigées du premier hiver représentent un entre-deux, un espace de formation hors du temps social. Les plaines arides du voyage vers le sud matérialisent la descente progressive vers le cœur des ténèbres. L'opulence végétale de Candyland incarne la corruption d'une nature domestiquée au service de l'oppression. Chaque environnement géographique correspond ainsi à une étape de la transformation du héros. La caractérisation des personnages secondaires blancs révèle une attention sociologique fine aux différentes positions au sein du système esclavagiste. Des petits propriétaires aux ouvriers pauvres, des bureaucrates aux miliciens, Tarantino esquisse une cartographie des complicités et des intérêts qui soutiennent l'institution. Cette approche évite la simplification moraliste pour montrer comment des individus aux motivations variées, cupidité, peur, convictions idéologiques, intérêts économiques, participent à la perpétuation d'un système inhumain. Et la scène du combat de Mandingo fonctionne comme une métaphore concentrée de la logique du système esclavagiste, poussée à son paroxysme absurde. La réduction d'êtres humains à l'état de bêtes de combat, l'esthétisation de la violence comme spectacle, la transformation du corps en capital à faire fructifier jusqu'à sa destruction, tout concourt à révéler l'horreur économique et psychologique d'un monde où tout, même la vie et la mort, est monétarisé. La réaction de dégoût de Schultz face à ce spectacle marque un tournant dans sa perception de Candy et de son monde. L'utilisation des couleurs dans la direction artistique suit une progression symbolique parallèle à l'arc narratif. Les tons terreux et désaturés du début, correspondant à la condition d'esclave, cèdent progressivement la place à des couleurs plus vives au fur et à mesure que Django gagne en autonomie. Le bleu électrique de son costume final n'est pas seulement un choix esthétique flamboyant, mais une affirmation chromatique de sa singularité reconquise, une rupture radicale avec la grisaille uniformisante de l'esclavage. Les thèmes de la performance et du travestissement identitaire traversent le film de manière obsessionnelle, interrogeant la frontière entre être et paraître dans une société fondée sur l'hypocrisie raciale. Django apprend à jouer différents rôles sociaux, l'esclave docile, le chasseur de primes, l'expert en combattant, avec une maîtrise croissante, utilisant les stéréotypes raciaux comme des leurres pour tromper ses adversaires. Cette capacité à performer devient une arme de subversion dans un monde où les identités sont rigidement assignées par la naissance. La mort de Schultz, loin d'être un simple coup de théâtre mélodramatique, représente l'échec tragique de la raison humaniste face à la barbarie institutionnalisée. Le geste de refus du dentiste allemand, son impossibilité de serrer la main de Candy, puis sa décision de le tuer malgré les conséquences prévisibles, illustrent les limites du pragmatisme face à une certaine conception de l'honneur et de la dignité humaine. Son sacrifice devient le catalyseur qui transforme la vengeance personnelle de Django en un acte de justice historique symbolique. La séquence dans les mines de charbon, souvent critiquée pour son rythme ralenti, remplit pourtant une fonction narrative essentielle en opérant une déconstruction systématique du héros avant sa reconstruction finale. Cette descente aux enfers, cet anéantissement provisoire, permet à Django de se confronter à la dimension la plus nihiliste de la condition servile, renforçant ainsi la dimension cathartique de son retour triomphal. Le moment où il brise ses chaînes avec son propre outil de travail devient une allégorie puissante de l'autolibération par la force de la volonté. La préparation de la vengeance finale est traitée avec une précision quasi rituelle qui rappelle les préparatifs d'un duel classique dans la tradition du western. Le choix des armes, l'inspection des lieux, la planification minutieuse de chaque étape de l'assaut, tout concourt à montrer un héros en pleine possession de ses moyens intellectuels et techniques. Cette méthodologie appliquée contraste délibérément avec l'impulsivité émotionnelle de Candy et la ruse reptilienne de Stephen, affirmant la supériorité de la stratégie sur la brute force ou la manipulation. L'assaut sur Candyland est chorégraphié comme un ballet de destruction où chaque coup de feu, chaque explosion, répond à une violence spécifique subie précédemment. La géométrie variable des combats, alternant duel au pistolet, fusillade à courte distance et destruction à la dynamite, crée une progression rythmique qui culmine dans l'explosion de la maison principale. Cette destruction cathartique dépasse la simple vengeance personnelle pour devenir un acte symbolique d'effacement, une tentative de faire disparaître de la surface de la terre le lieu même de l'oppression.
La confrontation finale entre Django et Stephen transcende le simple règlement de compte pour incarner un débat philosophique sur les stratégies de survie et de résistance face à l'oppression. Le majordome représente l'option de l'accommodation calculée, de l'ascension individuelle au sein du système par une collaboration totale. Django incarne la voie de la rupture radicale, du refus absolu et de la contre-violence libératrice. Leur échange verbal avant le coup de feu final résume cet antagonisme fondamental entre deux conceptions irréconciliables de l'existence noire dans la société esclavagiste. Le dénouement du film, avec son image iconique des amants quittant les ruines au petit matin, réécrit délibérément les codes traditionnels des happy endings hollywoodiens. Il ne s'agit pas d'un retour à un ordre restauré, mais de la création d'un nouveau départ à partir des cendres de l'ancien monde. L'horizon ouvert, la lumière naissante, la direction indéterminée de leur fuite, tout suggère la possibilité d'un avenir à inventer en dehors des cadres préexistants, dans un espace de liberté encore à définir. La réception critique du film a révélé des clivages profonds dans la manière dont les différentes communautés perçoivent la représentation légitime de l'histoire traumatique. Les débats sur l'usage du mot « nègre », sur la légitimité de la vengeance noire, sur le droit d'un cinéaste blanc à traiter ce sujet, ont mis en lumière les tensions mémorielles toujours vives dans la société américaine contemporaine. Ces controverses, loin de discréditer le film, ont au contraire démontré sa capacité à provoquer une conversation nécessaire sur les politiques de représentation. L'influence de Django Unchained sur le cinéma contemporain se mesure à la multiplication des œuvres adoptant une approche générique et stylisée pour traiter de l'histoire raciale. Le film a ouvert un espace de création où la réécriture fantasmée du passé peut coexister avec l'analyse politique sérieuse, où l'audace formelle sert l'ambition thématique. Son succès commercial a prouvé qu'un traitement non conventionnel de sujets historiques douloureux pouvait rencontrer un large public, encourageant ainsi d'autres cinéastes à prendre des risques similaires. La direction d'acteur de Tarantino atteint ici un sommet dans sa capacité à tirer des interprétations à la fois subtiles et explosives d'une distribution pourtant hétérogène. Chaque acteur semble habiter son personnage avec une conviction totale, créant des interactions d'une densité psychologique remarquable. Les scènes d'ensemble, en particulier le dîner à Candyland, sont des modèles d'orchestration des regards, des silences et des intonations, où chaque participant contribue à construire une tension collective qui finit par exploser. Les costumes ne sont pas seulement des éléments esthétiques, mais des marqueurs narratifs précis traçant l'évolution des personnages et des relations de pouvoir. La transformation vestimentaire de Django matérialise visuellement sa progression de la non-personne à l'individu souverain. Les tenues de Candy, trop riches, trop travaillées, trahissent son insécurité sociale et son désir de reconnaissance. L'uniforme de Stephen, à mi-chemin entre la livrée de serviteur et le costume de maître, illustre parfaitement sa position ambiguë dans la hiérarchie de Candyland. La structure en triptyque du récit obéit à une logique dramatique classique mais constamment réinventée par des ruptures de ton et des surprises narratives. Chaque acte possède sa propre cohérence interne tout en préparant soigneusement le suivant, créant un mouvement d'ensemble d'une fluidité remarquable. Les transitions entre les différentes parties, souvent opérées par des ellipses temporelles ou des changements de lieu, maintiennent une dynamique narrative qui évite tout amorce sans précipitation excessive. Les thèmes économiques sous-jacents révèlent une analyse fine des mécanismes monétaires de l'esclavage, où les êtres humains sont simultanément force de travail, capital investi et marchandise d'échange. L'arnaque montée par Schultz joue précisément sur cette logique économique pervertie, en proposant une transaction commerciale fictive qui séduit Candy précisément parce qu'elle flatte sa vision capitaliste du monde. La libération de Django, payé comptant au début du film, pose d'emblée la question paradoxale du prix de la dignité humaine dans une économie de marché. La figure du chasseur de primes, archétype traditionnel du western, est ici réinterprétée de manière à questionner les frontières entre justice légale et justice morale. Schultz opère dans les interstices d'un système juridique imparfait, utilisant ses failles pour servir une forme de justice personnelle. Django, en s'appropriant cette profession, s'empare d'un statut social traditionnellement réservé aux Blancs, le transformant en instrument de libération plutôt qu'en simple activité mercenaire. Cette réappropriation générique fonctionne comme une métaphore de la conquête des moyens de la violence légitime. Les scènes de violence extrême, qu'elles soient institutionnelles ou vindicatives, sont toujours contextualisées de manière à en révéler la signification politique ou symbolique. La violence subie par les esclaves est montrée dans sa brutalité froide et systématique, sans esthétisation facile, pour en souligner le caractère déshumanisant. La violence exercée par Django, en revanche, est stylisée, théâtralisée, presque chorégraphiée, soulignant son caractère d'acte d'affirmation et de justice restaurative plutôt que de simple agression. La question de la légitimité éthique de la vengeance est traitée avec une ambiguïté calculée qui évite les réponses simplistes.
Le film assume pleinement sa dimension de fantaisie vengeresse tout en montrant le coût psychologique et moral de cette violence pour son protagoniste. La transformation de Django d'homme brisé en justicier implacable n'est pas présentée comme une simple libération, mais comme un processus complexe où la récupération de l'humanité passe paradoxalement par l'exercice d'une violence extrême contre les oppresseurs. La musique diégétique, provenant de l'univers narratif lui-même, crée un contrepoint intéressant avec la bande-son anachronique, établissant un dialogue entre l'authenticité historique et la réinterprétation contemporaine. Les chansons de l'époque, les airs de piano, les musiques de danse, reconstituent une ambiance sonore crédible tout en servant de repoussoir à la modernité des morceaux extradiégétiques. Cette dualité sonore reflète le double projet du film, ancrer le récit dans un moment historique précis tout en établissant des ponts avec la sensibilité actuelle. Les références intertextuelles, nombreuses et variées, inscrivent Django Unchained dans une histoire cinématographique dont il se nourrit tout en la transformant. Les hommages au western spaghetti sont évidents, mais on peut aussi déceler des échos au mélodrame sur l'esclavage des années 70, au film blaxploitation, et même à certaines œuvres littéraires du XIXe siècle. Cette richesse référentielle ne fonctionne pas comme un simple jeu érudit mais comme une manière de situer le film dans une longue tradition de représentation de la race et de la violence dans la culture populaire. La représentation des corps noirs évite généralement la fétichisation du spectacle de la souffrance pour privilégier une approche qui montre la violence sans en faire un objet de contemplation morbide. Les cicatrices, les marques de fouet, les postures de soumission sont montrées avec un réalisme qui suscite l'indignation plutôt que la fascination. Inversement, les corps en action, ceux de Django ou des combattants mandingos, sont filmés de manière à en révéler la puissance potentielle, la beauté du mouvement, la dignité de la résistance physique. La construction des dialogues atteint ici une virtuosité particulière dans l'art de mêler les registres linguistiques, les langues étrangères et les sous-textes politiques. Les conversations entre Schultz et Candy sont de véritables duels verbaux où chaque réplique est une feinte, chaque silence une menace, chaque sourire une trahison potentielle. La maîtrise du langage devient un enjeu de pouvoir crucial dans un monde où la parole des esclaves est systématiquement niée ou déformée. Le traitement du temps dans la narration montre une maîtrise exceptionnelle des effets de rythme et de suspense. Les séquences longues de tension statique alternent avec des explosions brèves d'actions violentes, créant un tempo sinueux qui maintient constamment le spectateur en haleine. Les ellipses narratives, comme celle couvrant la première année de collaboration entre Django et Schultz, permettent de concentrer le récit sur les moments essentiels sans sacrifier la crédibilité psychologique de la transformation du héros. Les décors et les lieux sont conçus comme des espaces chargés de significations symboliques, participant activement à la construction du sens. Candyland en particulier fonctionne comme une micro-société matérialisée, où l'architecture reflète les hiérarchies sociales et les rapports de pouvoir. La destruction progressive de ce lieu, depuis les dépendances jusqu'à la maison principale, suit une logique symbolique de démontage systématique des structures de l'oppression, une déconstruction littérale de l'univers esclavagiste. Les relations entre hommes noirs dans le film explorent la complexité des solidarités et des trahisons au sein d'une communauté fracturée par le système. Les différentes figures rencontrées, les combattants mandingos contraints de s'entretuer, les esclaves domestiques de Candyland, les mineurs du dernier acte illustrent les stratégies variées de survie et de résistance dans un contexte de violence extrême. Django lui-même doit naviguer entre méfiance et alliance, apprenant à distinguer les possibles camarades des ennemis déguisés. Le personnage de Brumilda, bien que structurellement cantonné au rôle de la princesse à sauver, possède des traits de caractère qui en font bien plus qu'un simple objet de quête. Son éducation bilingue, sa résistance silencieuse aux tortures, sa reconnaissance immédiate de Django malgré les années de séparation, témoignent d'une force intérieure et d'une intelligence stratégique. Sa participation active à la préparation de la fuite finale, minimalement suggérée, indique qu'elle est une partenaire à part entière de la libération plutôt qu'une simple bénéficiaire passive. La photographie de Robert Richardson exploite magistralement les possibilités expressives de la pellicule pour créer une texture visuelle riche et distinctive. L'utilisation des contrastes marqués, des couleurs saturées, le bleu iconique de Django, le rouge du sang, le vert des paysages, des jeux d'ombre et de lumière, contribuent à forger un univers visuellement cohérent et émotionnellement chargé. Les scènes nocturnes en particulier sont traitées avec un expressionnisme qui accentue le climat de menace et de mystère. Le montage de Fred Raskin est essentiel à l'efficacité narrative et émotionnelle du film. Le rythme des séquences, le timing des coupures, la gestion des transitions entre scènes de dialogue et scènes d'action témoignent d'une maîtrise technique au service du récit. La scène de l'attaque du convoi au début du film, avec ses changements de vitesse et ses angles variés, est un modèle d'efficacité cinématographique, établissant d'emblée les règles du jeu visuel et narratif.
Les thèmes juridiques et moraux sont constamment interrogés à travers la confrontation entre différentes conceptions de la justice. La justice institutionnelle, représentée par les papiers d'affranchissement et les contrats, se révèle insuffisante face à l'injustice fondamentale du système. La justice personnelle de Schultz, fondée sur un code moral humaniste, échoue face à la barbarie de Candy. La justice vindicative de Django, exercée en dehors de tout cadre légal, apparaît alors comme la seule réponse possible à un système qui a corrompu la loi elle-même. La dimension psychanalytique peut être explorée à travers les relations de filiation symbolique qui structurent le récit. Django, orphelin, trouve en Schultz une figure paternelle bienveillante qui l'éduque et le guide avant de le libérer par sa mort sacrificielle. Stephen, inversement, s'est complètement identifié à la figure paternelle de Candy, au point d'en devenir le prolongement zélé. Ces configurations relationnelles complexes éclairent les mécanismes d'identification et de transfert à l'œuvre dans une société fondée sur des rapports de domination absolue. La question de la mémoire historique et de sa représentation cinématographique est au cœur du projet de Tarantino. En choisissant le western spaghetti comme cadre générique plutôt que le drame historique réaliste, il propose une alternative aux représentations traditionnelles souvent accusées de miser sur le pathos au détriment de l'analyse politique. Cette approche stylisée, bien que controversée, a le mérite de poser frontalement la question des modalités de représentation de la violence historique et des traumatismes collectifs. La structure de road movie du premier acte permet une exploration géographique et sociale du Sud pré-guerre civile à travers une série de tableaux successifs. Chaque lieu visité, la ville frontalière, l'auberge isolée, la plantation secondaire, révèle un aspect différent du système esclavagiste et des relations raciales, dressant ainsi un portrait composite d'une société à la veille de l'effondrement. Ce voyage initiatique à travers l'espace est aussi un voyage à travers les différentes manifestations régionales de l'oppression. Le personnage de Calvin Candy est intéressant dans sa dimension de dilettante pervers, collectionneur d'êtres humains comme d'autres collectionnent des objets d'art ou des curiosités scientifiques. Cette mentalité de collectionneur pousse à son paroxysme la logique déshumanisante de l'esclavage en transformant les personnes en pièces rares, en spécimens d'études, en objets de divertissement. Candyland apparaît ainsi moins comme une entreprise agricole que comme un cabinet de curiosités morbides à l'échelle architecturale, un musée vivant de la déshumanisation. La scène où Django doit fouetter Brumilda sous les yeux de Candy condense toutes les perversions psychologiques du système esclavagiste. La violence physique s'y double d'une torture psychologique extrême, transformant l'amour en instrument de contrôle et le corps aimé en objet de spectacle. La manière dont Django retourne la situation, simulant la violence tout en communiquant secrètement avec Brumilda, représente un moment de résistance subtile et ingénieuse qui préfigure sa révolte ouverte et violente. La musique d'Ennio Morricone, composée spécialement pour le film, s'inscrit dans la continuité de ses partitions pour Léon et Corbucci tout en s'en distinguant par des accents plus sombres et mélancoliques. Les thèmes récurrents, leurs variations selon les contextes dramatiques, créent une cohérence musicale qui dialogue subtilement avec les morceaux modernes de la bande-son. Le choix de Morricone, légende du western spaghetti, constitue à la fois un hommage et une revendication d'appartenance à une certaine tradition cinématographique que Tarantino cherche simultanément à perpétuer et à subvertir. Le traitement des armes à feu dans le film dépasse leur simple fonction utilitaire pour en faire des symboles chargés de signification culturelle et psychologique. Le pistolet de Schultz, sophistiqué et européen, reflète sa culture et sa précision. Le fusil de Django, d'abord tenu avec maladresse puis manié avec une maîtrise mortelle, matérialise sa progression technique et mentale. Les armes des gardes de Candyland, souvent plus décoratives qu'efficaces, trahissent la décadence d'un système qui mise sur l'apparence plus que sur la compétence réelle. En définitive, Django Unchained s'affirme comme une œuvre d'une ambition et d'une complexité rares dans le cinéma commercial contemporain, mêlant avec une maestria stupéfiante l'analyse politique, la catharsis émotionnelle, la virtuosité stylistique et la réflexion métacinématographique. En réécrivant l'histoire à travers les codes du genre, Tarantino ne prétend pas remplacer le récit historique mais offrir un espace symbolique où les traumatismes du passé peuvent être représentés, travaillés et symboliquement surmontés. Cette audace conceptuelle, cette volonté de bousculer les conventions narratives et politiques, font du film bien plus qu'un simple divertissement. Un acte cinématographique d'une rare puissance, dont la résonance continue de se faire sentir bien au-delà de sa sortie en salle. Dans les débats qu'il a provoqués et dans les œuvres qu'il a inspirées, l'articulation entre la forme générique et le contenu historique constitue le socle sur lequel repose l'édifice cinématographique de Tarantino. Une fusion délibérée où l'artifice stylistique sert à révéler des vérités psychologiques souvent obscurcies par les représentations réalistes. Le choix du western spaghetti n'est pas un simple habillage mais un langage philosophique,
permettant d'aborder la monstruosité de l'esclavage avec la distance nécessaire à l'analyse tout en conservant la puissance émotionnelle du mythe. Cette dialectique constante entre distanciation et immersion définit l'expérience spectatorielle unique proposée par le film, où le cerveau est constamment sollicité pour décoder les références tandis que le corps réagit aux stimuli violents et musicaux. L'évolution de Django transcende le simple arc narratif pour incarner un processus d'individuation complet, une lente reconquête de toutes les facultés humaines confisquées par le système servile. Sa progression n'est pas linéaire mais ponctuée de rechutes et de moments de doute, comme en témoigne son passage aux mines où il semble revenir à une condition pire que l'origine. Cette régression nécessaire prépare une résurrection d'autant plus puissante, suivant le schéma classique du héros qui doit toucher le fond avant de renaître transformé. La scène où il brise lui-même ses chaînes avec le marteau de Forçat représente l'acte ultime d'autolibération, un refus de toute médiation extérieure pour sa délivrance finale. La dynamique pédagogique entre Schultz et Django opère une subversion profonde des rapports maître-esclave traditionnels en instaurant une relation horizontale fondée sur le contrat et le respect mutuel progressivement découvert. Le dentiste allemand n'impose pas un savoir mais l'offre, créant les conditions pour que l'ancien esclave devienne non un imitateur mais un créateur de sa propre méthode. Les leçons de tir, de lecture et de mise en scène sociale sont autant d'outils de désaliénation, permettant à Django de comprendre les codes du monde des Blancs non pour s'y soumettre mais pour les manipuler à ses propres fins. Cette éducation libératrice fait de Schultz bien plus qu'un libérateur physique. Un accoucheur de conscience. L'espace de Candyland fonctionne comme un panoptique architectural où le contrôle s'exerce par la visibilité permanente des corps et la segmentation rigide des lieux selon la hiérarchie raciale. La maison principale, surélevée, offre un point de vue dominant sur l'ensemble du domaine, matérialisant le regard omniprésent du maître. Les quartiers des esclaves, invisibles depuis le salon mais parfaitement surveillés, illustrent la logique d'invisibilisation contrôlée propre au système. La destruction finale de cet agencement spatial par la dynamite de Django prend une dimension symbolique de libération des corps et des regards, un anéantissement de l'architecture du contrôle. La performance de Samuel L. Jackson explore les profondeurs troublantes de ce que la psychologie sociale nomme l'identification à l'agresseur, poussée ici à son paroxysme existentiel. Stephen n'est pas simplement un opportuniste mais un vrai croyant dans l'ordre racial qu'il sert, ayant intériorisé la supériorité blanche au point d'en faire le principe organisateur de sa propre subjectivité. Sa haine pour Django n'est moins de la jalousie que de la terreur métaphysique devant un contre-exemple vivant qui invalide tous ses choix de vie. En éliminant le nègre qui monte à cheval, il cherche à préserver un monde où sa position privilégiée a un sens, même si ce sens est fondé sur sa propre aliénation. Et la construction du suspense dans la séquence d'infiltration repose sur un savant jeu de dévoilement progressif et de faux-semblants où la tension n'est moins du risque de découverte que de la difficulté à maintenir la cohérence du rôle joué. Chaque interaction avec les habitants de Candyland est un exercice d'équilibre où Django doit constamment ajuster sa performance pour correspondre aux attentes raciales de ses interlocuteurs tout en faisant avancer son plan. La scène du dîner atteint un paroxysme de tension précisément parce que le masque commence à craquer de tous les côtés. Schultz ne peut plus contenir son dégoût, Django peine à maintenir son indifférence feinte, Candy exhibe de plus en plus clairement sa perversité. Les dialogues manifestent une conscience aiguë de la performativité du langage dans une société où chaque parole est située racialement et socialement. Les échanges entre Schultz et Candy ressemblent à des joutes diplomatiques où le sous-texte l'emporte souvent sur le texte, où les compliments sont des insultes déguisées et les sourires des déclarations de guerre. Django, quant à lui, apprend à maîtriser cette langue du double sens, passant progressivement du silence imposé à la parole stratégique, puis finalement à la parole libératrice lorsqu'il se nomme lui-même devant Stephen. Cette conquête de la parole est parallèle à sa conquête de la violence, les deux étant des instruments de subjectivation. La représentation des masculinités noires évite l'écueil de l'uniformisation pour présenter un éventail de modèles confrontés différemment au système oppressif. À côté de la détermination froide de Django, le film montre la résistance physique désespérée des combattants mandingos, la ruse survivaliste des esclaves domestiques, la solidarité silencieuse des mineurs. Cette diversité permet de complexifier la représentation d'une communauté trop souvent réduite à des stéréotypes monolithiques, tout en montrant comment le système s'emploie à diviser ces masculinités pour mieux les contrôler, les opposant les unes aux autres dans une compétition mortifère. L'humour opère dans le film comme un mécanisme de défense psychologique autant pour les personnages que pour les spectateurs, permettant d'affronter l'horreur sans être submergé par elle. Les moments comiques, comme la scène des cagoules du KKK, servent de soupape de décompression dans la tension dramatique, mais leur caractère absurde révèle en même temps l'imbécilité fondamentale des idéologies qu'ils représentent. Cet humour noir, typique de Tarantino, fonctionne comme une forme de désacralisation du pouvoir, refusant d'accorder à l'oppresseur la dignité tragique qu'il réclame,
préférant le ridiculiser pour mieux en révéler la médiocrité essentielle. L'anachronisme musical crée un pont affectif et politique entre le passé représenté et le présent de la réception, suggérant une continuité des luttes à travers les époques. Le choix de morceaux de hip-hop ou de soul contemporaine pour accompagner l'action de Django établit une filiation symbolique entre la révolte historique et les expressions culturelles afro-américaines actuelles, inscrivant le film dans une longue tradition de résistance artistique. Cette stratégie audacieuse transforme la bande-son en commentaire politique permanent, rappelant que les questions soulevées par le film résonnent bien au-delà du contexte historique spécifique de l'avant-guerre civile. La gestion du temps narratif démontre une maîtrise exceptionnelle des effets de rythme, alternant dilatation contemplative et contraction explosive selon une logique qui épouse les émotions des personnages. Les longues scènes de dialogue, comme la négociation avec les frères Speck ou le dîner à Candyland, sont traitées avec la précision d'une pièce de théâtre, chaque silence, chaque hésitation étant chargée de signification. À l'inverse, les scènes d'action, comme la fusillade de la ville ou l'assaut final, sont montées avec une énergie frénétique qui traduit la libération de forces longtemps contenues. Cette variation de tempo participe à la construction d'un univers cinématographique à la fois réfléchi et viscéral. Les paysages naturels sont filmés non comme de simples décors mais comme des espaces psychologiques reflétant les états d'âme des personnages et les étapes de leur parcours. Les montagnes enneigées du premier acte représentent un lieu hors du temps social, un espace liminal où une nouvelle identité peut être forgée loin des contraintes raciales. Les plaines arides du voyage vers le sud matérialisent la descente progressive dans les cercles concentriques de l'enfer esclavagiste. La végétation luxuriante mais contrôlée de Candyland incarne la corruption d'une nature domestiquée au service de l'oppression, un jardin perverti où la beauté sert de masque à la barbarie. La galerie de personnages blancs secondaires dessine une sociologie fine des différentes positions sociales au sein du système esclavagiste, évitant l'écueil de la caricature uniforme. Des petits propriétaires bornés aux bureaucrates vénaux, des miliciens sadiques aux ouvriers pauvres complices par nécessité économique, Tarantino montre comment l'institution corrompt à différents niveaux, créant une chaîne de complicité où chacun trouve son intérêt. Cette approche nuancée permet de comprendre l'esclavage non comme une anomalie morale mais comme un système économique et social cohérent, soutenu par une multitude d'acteurs aux motivations variées. Le combat de Mandingo fonctionne comme une allégorie concentrée de la logique capitaliste poussée à son extrême déshumanisation, où le corps humain devient à la fois outil de production, marchandise d'échange et spectacle de consommation. La scène, insoutenable, révèle comment le système transforme la violence en divertissement et la vie en capital à faire fructifier jusqu'à son épuisement total. La réaction de Schultz, mêlant dégoût physique et horreur intellectuelle, marque un tournant dans sa perception de Candy. Il ne voit plus en lui un simple barbare mais l'incarnation d'une rationalité économique monstrueuse qui justifie l'injustifiable par le profit et le plaisir. La progression chromatique dans le film suit une logique symbolique parallèle à l'émancipation de Django, des tons terreux et désaturés du début vers la saturation colorée de la fin. Le bleu électrique de son costume final n'est pas un choix esthétique gratuit mais une affirmation politique, une couleur impossible à ignorer qui défie les codes vestimentaires raciaux de l'époque. Ce bleu, à la fois royal et céleste, fonctionne comme un étendard visuel, proclamant une dignité et une singularité que le système cherche précisément à nier. Il transforme Django en icône avant même qu'il ne passe à l'action, son apparence devenant déjà une déclaration de guerre. Les jeux de déguisement et de performance identitaire traversent le film comme une réflexion sur la construction de soi dans un monde où les identités sont racialement assignées. Django apprend à jouer une série de rôles sociaux, l'esclave docile, le chasseur de primes compétent, l'expert en mandingo, avec une maîtrise croissante, utilisant les stéréotypes comme des leurs pour avancer ses pions. Cette capacité à performer devient une arme de subversion dans une société où la transparence est imposée aux subalternes tandis que les dominants jouissent du privilège du masque. En maîtrisant l'art du travestissement social, Django retourne contre le système l'un de ses mécanismes de contrôle. Le sacrifice de Schultz représente l'échec tragique mais nécessaire de l'humanisme des Lumières face à la barbarie institutionnalisée, un moment où la raison éthique doit céder la place à la révolte physique. Son geste de tirer sur Candy malgré l'accord conclu est un acte moral plutôt que stratégique, un refus de transiger avec le mal absolu même au prix de sa vie et de leur plan. Cette mort libératrice permet à Django de se défaire de la tutelle bienveillante mais limitante de son mentor pour devenir pleinement l'auteur de son propre destin. Le pistolet que Schultz lui lègue symboliquement devient l'instrument de cette transmission, l'outil de la vengeance qui sera aussi l'outil de l'accomplissement personnel. La séquence des mines de charbon opère une déconstruction systématique du héros, le réduisant à l'état de pure force de travail anonyme dans les entrailles de la terre. Cette régression apparente permet en réalité une purification mythique, un passage par la mort symbolique nécessaire à toute renaissance héroïque. L'enfer souterrain,
opposé à l'enfer solaire de la plantation, représente l'autre face du système esclavagiste, non plus la violence spectaculaire et personnalisée de Candyland, mais l'exploitation industrielle, anonyme et méthodique. Django doit survivre à cette épreuve pour mériter sa vengeance, prouvant que sa détermination n'est pas seulement émotionnelle mais existentielle. La préparation méthodique de la vengeance finale est traitée avec une minutie quasi rituelle qui élève l'action au rang de cérémonie de justice restaurative. Django ne se précipite pas dans une colère aveugle mais prépare soigneusement chaque étape de son assaut, choisissant ses armes, étudiant le terrain, anticipant les réactions de ses adversaires. Cette approche stratégique contraste délibérément avec l'impulsivité émotionnelle de Candy et la ruse reptilienne de Stephen, affirmant la supériorité de la raison calculatrice sur la brute force ou la manipulation sournoise. Le héros se fait ingénieur de sa propre justice, architecte de la destruction du monde qu'il a opprimé. L'assaut sur Candyland est chorégraphié comme un ballet de destruction où chaque acte de violence répond à une violence subie, chaque mort infligée répare symboliquement une injustice spécifique. La progression spatiale de Django à travers le domaine, des dépendances vers la maison principale, suit une logique de purification graduelle, comme s'il nettoyait méthodiquement le lieu de ses souillures morales. L'utilisation de la dynamite, arme de destruction massive plutôt que de duel individuel, signale le caractère total de cette vengeance. Il ne s'agit pas de punir des individus mais d'anéantir un système dans sa matérialité même. La confrontation ultime entre Django et Stephen représente bien plus qu'un simple règlement de compte personnel. C'est la collision de deux philosophies de la survie noire dans un monde blanc. Le majordome incarne la stratégie de l'accommodation calculée, de l'ascension individuelle au sein du système par une collaboration totale et une identification complète aux valeurs des maîtres. Django représente la voie de la rupture radicale, du refus absolu et de la contre-violence comme seule réponse possible à la violence systémique. Leur échange final, bref mais dense, condense cet antagonisme existentiel. Stephen ne comprend pas que l'on puisse préférer la mort à la soumission. Django ne comprend pas que l'on puisse préférer la soumission à la liberté. Le dénouement du film, avec son image iconique des amants s'éloignant vers un horizon indéterminé, réécrit délibérément les codes des happy endings hollywoodiens traditionnels. Il ne s'agit pas d'un retour à un ordre restauré ni d'une intégration dans la société existante, mais de la création d'un devenir ouvert, d'un avenir à inventer en dehors des cadres préétablis. La lumière naissante de l'aube, la direction inconnue qu'ils prennent, tout suggère la possibilité d'une vie nouvelle fondée sur des principes radicalement différents de ceux qu'ils laissent derrière eux dans les cendres de Candyland. Cette fin ouverte est politique. Elle refuse de figer la liberté dans une forme définie, préférant en souligner le caractère de processus toujours en cours. La réception critique et publique du film a révélé des fractures mémorielles profondes dans la société américaine contemporaine, opposant différentes générations et communautés sur la manière légitime de représenter le traumatisme historique. Les débats passionnés sur l'usage du mot « nègre », sur la légitimité de la vengeance noire, sur le droit d'un cinéaste blanc à traiter ce sujet, ont transformé le film en miroir des tensions raciales non résolues. Ces controverses, loin de discréditer l'œuvre, ont au contraire démontré sa capacité à fonctionner comme un catalyseur de conversation nécessaire mais souvent évité sur l'héritage de l'esclavage et ses représentations culturelles. L'influence de Django Unchained sur le paysage cinématographique contemporain se mesure à l'émergence d'une nouvelle vague d'œuvres assumant une approche générique et stylisée pour traiter de l'histoire raciale. Le film a légitimé l'idée que la réécriture fantasmée du passé pouvait constituer une forme valide, voire nécessaire, de travail mémoriel, complémentaire des approches réalistes traditionnelles. Son succès commercial a prouvé qu'un traitement audacieux et politiquement chargé de sujets historiques pouvait rencontrer un large public, encourageant ainsi studios et cinéastes à prendre davantage de risques thématiques et formels dans les années suivantes. La direction d'acteur de Tarantino atteint ici un sommet dans sa capacité à obtenir des interprétations à la fois subtilement nuancées et intensément physiques d'une distribution exceptionnelle. Chaque comédien semble habiter son personnage avec une conviction totale, créant des interactions d'une densité psychologique remarquable. Les scènes de groupe, en particulier la séquence du dîner, sont des modèles d'orchestration des regards, des silences et des intonations, où chaque participant contribue à construire une tension collective qui finit par exploser de manière cathartique. Cette alchimie entre des styles de jeu très différents témoigne d'une maîtrise rare de la direction d'ensemble. Les costumes, conçus par Sharon Davis, fonctionnent comme un langage visuel parallèle au scénario, racontant l'évolution des personnages et des rapports de pouvoir à travers les tissus, les coupes et les couleurs. La fin.